Aujourd'hui, on va vous parler un petit peu de l'obésité, mais semaine du cerveau oblige, on va focaliser sur le cerveau. D'accord? On va voir en fait comment le cerveau va intervenir dans la mise en place de cette pathologie. Mais avant tout, en fait, on voudrait juste vous présenter un petit peu le laboratoire. Donc nous, on travaille dans le laboratoire de neuroendocrinologie moléculaire de la prise alimentaire, ici même à l'Institut Neuropsy. Ce laboratoire est dirigé par Mohamed, le professeur Taouis. Et donc, la thématique de recherche de notre laboratoire, enfin, on s'intéresse en fait à l'étude des mécanismes euh, qui sont impliqués dans le développement de l'obésité et du diabète de type 2, en focalisant en fait principalement sur le rôle du cerveau, donc comment ces deux pathologies vont impacter le cerveau et comment le cerveau peut également être à l'origine de ces pathologies. Et donc, on va essayer aujourd'hui de vous convaincre en fait que le cerveau va jouer un rôle important. Donc, dans la présentation, on l'a séparé en deux parties. Dans la première partie, je vais vous présenter en fait comment le cerveau intervient dans les conditions physiologiques dans la régulation du comportement alimentaire. Et on verra par la suite qu'un dérèglement va intervenir et va permettre en fait le développement de l'obésité. On verra un petit peu comment le cerveau va intervenir dans ces dysfonctionnements. Alors, pour commencer, il y a cette première diapositive pour vous situer un petit peu et juste vous présenter l'hypothalamus. L'hypothalamus est une petite structure dans le cerveau qui se situe en fait au centre du cerveau. Elle est vraiment en fait à ce niveau-là, au niveau des yeux, au plein milieu. Il est localisé, en fait, on le voit ici en vert, il est localisé sous le thalamus, d'ailleurs d'où le nom hypothalamus. Il est à proximité également ici, cette région en bleu, qui est le tronc cérébral. Et il va avoir cette position, il va être idéalement situé pour pouvoir communiquer avec d'autres régions du cerveau, mais surtout avec les connexions nerveuses avec la périphérie qui se trouve au niveau du tronc cérébral. Et donc, en fait, il va y avoir un dialogue bidirectionnel entre l'hypothalamus et le cerveau. Il va recevoir des informations de la périphérie et lui-même va envoyer des informations vers la périphérie via ses connexions nerveuses. L'hypothalamus, sa localisation, elle a aussi une autre particularité, c'est qu'il va être situé dans une région où la barrière hémato-encéphalique elle est perméable, elle est pénétrée. Ça veut dire, c'est qu'il va être au contact avec les messagers qui circulent dans le sang. D'accord? Et donc, de ce fait, il va pouvoir intégrer les signaux qui viennent de la périphérie et donc être informé via ces signaux par la circulation sanguine, informé des tissus. Donc, ces signaux sont produits donc, au niveau périphérique également. Donc, c'est ce que j'ai schématisé ici. Donc, l'hypothalamus va communiquer avec les organes et tissus périphériques dans les deux sens, soit via des voies nerveuses, soit via des voies sanguines, via la circulation sanguine. Alors, de fait de cette position stratégique, ben, l'hypothalamus il va être impliqué dans la régulation de nombreuses fonctions physiologiques. Il va intervenir dans la régulation de la soif et l'équilibre hydrique. Il va intervenir dans la régulation de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle, dans la régulation de la température corporelle, le contrôle des cycles veille-sommeil, contrôle du stress et des émotions, le contrôle de l'homéostasie glucidique, le contrôle de la reproduction. Toutes ces fonctions sont contrôlées par cette toute petite région du cerveau. Et puis la chose qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'il va intervenir également dans la régulation de la prise alimentaire et de l'homéostasie énergétique. Alors comment ça fonctionne tout ça? Alors, les premières expériences qui ont montré le rôle de l'hypothalamus dans la régulation du comportement alimentaire, bah, ça date d'un petit moment, ce sont dans les années 1939-1940, et ce sont des expériences de lésions qui ont été réalisées chez les rongeurs et en particulier chez le rat. Et déjà à l'époque, ces premières expériences ont montré l'importance de deux régions dans l'hypothalamus. Vous voyez ici en bleu et en noir. Donc, en bleu, vous avez l'hypothalamus ventromédian et en brun, vous avez l'hypothalamus latéral. Alors, ce qui s'est passé, c'est quand les scientifiques ont détruit cette région en bleu ici, l'hypothalamus ventromédian,
Je précise en fait que ces expériences ont été réalisées sur des animaux sains ne souffrant d'aucune pathologie. Eh bien, ces animaux, ils sont devenus hyperphagiques. Ils ne développaient plus la sensation de satiété. Ils ont fini par devenir obèses. Du coup, ce centre a été appelé centre de la satiété parce que c'est lui qui est responsable de la sensation de satiété que les animaux vont développer pour éviter justement qu'ils ne développent cette hyperphagie. L'autre centre, l'hypothalamus latéral, en brun ici, quand il a été détruit, eh ben, on a eu le phénotype inverse. Les animaux sont devenus anorexiques, ne développaient plus la sensation de faim et présentaient une perte très importante au niveau de leur poids corporel. Et donc, du coup, ce centre a été appelé centre de la faim. Donc, vous voyez déjà qu'à l'époque, euh, avec ces expériences de lésions, on a montré l'importance de l'hypothalamus dans la régulation du comportement alimentaire, avec deux centres qui, quand ils sont impactés, lésés, on va tout de suite développer soit une obésité, soit une anorexie. Et bien, devant ces premières expériences, donc les scientifiques se sont intéressés encore davantage à cette région, ils sont partis encore l'analyser un peu plus en détail, et cette notion de centre de la faim et centre de la satiété a été, entre guillemets, remplacée par une nouvelle notion de noyau hypothalamique régulant la prise alimentaire, tout simplement parce qu'en plus de ces deux petites régions identifiées au départ, il y a d'autres noyaux qui sont impliqués dans cette régulation. Au total, l'hypothalamus, il est constitué d'une douzaine de noyaux, et 5 de ces 12 noyaux interviennent dans la régulation de la prise alimentaire. C'est ce que je vous ai montré ici. Il y a donc le noyau arqué, le noyau hypothalamique ventromédian, ici en bleu, le noyau hypothalamique latéral, le noyau hypothalamique dorsomédian et le noyau hypothalamique paraventriculaire. Donc ici, vous avez cette localisation sur une coupe frontale d'un cerveau humain. Et vous avez ici la localisation en 3D de ces noyaux sur une coupe sagittale. Et vous voyez que ces différents noyaux ne sont pas localisés sur le même plan. L'autre particularité, c'est que l'ensemble de ces noyaux hypothalamiques, et l'hypothalamus lui-même, il est localisé à proximité de cette région médiane ici, qui est le troisième ventricule. Et puis, cette région aussi qui est à la base du troisième ventricule, qu'on appelle l'éminence médiane, c'est cette région qui est richement vascularisée, qui va permettre à l'hypothalamus de communiquer avec les vaisseaux sanguins, et donc des signaux qui viennent de la périphérie. Alors, pour la suite de la présentation, je ne vais pas vous détailler tous les noyaux, on n'aura pas le temps, mais j'ai choisi en fait de focaliser sur 3 noyaux que j'ai entourés ici en rouge, le noyau arqué, l'aire hypothalamique latérale et le noyau paraventriculaire, et ça va être largement suffisant pour comprendre en fait comment fonctionne l'hypothalamus pour moduler le comportement alimentaire. Alors, d'abord, on va commencer par le noyau arqué. Donc, je vous rappelle, le noyau arqué, c'est ce petit noyau qui est à la base du troisième ventricule et qui est à proximité de l'éminence médiane, donc cette région où on a les vaisseaux sanguins. Alors, ce noyau, il va être le premier noyau qui va être activé par les messagers qui viennent de la périphérie. Et donc, on dit que c'est une structure primaire, et les neurones qui sont présents dans ce noyau arqué, on dit que ce sont des neurones de premier ordre. Donc, le rôle de ce noyau arqué, c'est qu'il va permettre en fait de détecter les messagers qui viennent de la périphérie et de les signaler en fait aux autres noyaux qu'on va considérer comme des noyaux secondaires. Les autres noyaux ici, ce sont l'aire hypothalamique latérale et le noyau paraventriculaire. Alors, je vous ai dit tout à l'heure en introduction que l'hypothalamus, il est localisé dans une région où la barrière hémato-encéphalique, elle est fénétrée, c'est-à-dire elle est perméable. C'est ce que vous voyez ici. En fait, on est au niveau de l'éminence médiane et tous les capillaires sanguins ils vont être fénétrés, c'est-à-dire il n'y a pas la barrière qui est présente. Mais, vous pouvez me poser la question, mais ça peut être dangereux pour le cerveau parce que si cette barrière, son rôle, il est de protéger justement le cerveau des messagers qui sont dans le sang. Il y a des messagers bénéfiques, mais on peut avoir des messagers délétères, par exemple, on peut avoir des virus, des bactéries qui peuvent circuler. Et donc cette barrière protège le cerveau.
de ces signaux délétères. Bah, cette barrière de protection, elle va avoir lieu quand même au niveau de l'hypothalamus, mais à un niveau supérieur. C'est ce que je vous ai présenté ici. Ce sont ces petites cellules qui vont être tout autour du troisième ventricule et qui vont envoyer des prolongements qui vont aller communiquer avec les vaisseaux sanguins et ils vont capter les signaux qui viennent de la périphérie. Et c'est entre ces cellules, on va avoir des jonctions serrées qui vont former cette barrière. Donc la barrière, elle n'est pas présente au niveau de la circulation sanguine, mais elle va être présente quand même à un autre niveau pour éviter qu'il y ait des choses qui sont délétères qui passent dans le cerveau. D'accord. Alors, dans le noyau arqué, on a deux populations de neurones importantes, celles qui sont en bleu ici, qu'on appelle les neurones NPY-AGRP, qui sont orexigènes, c'est-à-dire quand ces neurones sont activés, ils vont stimuler la prise alimentaire. Et on a une deuxième population, les neurones POMC-CART, qu'on dit, ce sont des neurones anorexigènes, c'est-à-dire quand ils sont activés, ils vont inhiber la prise alimentaire. Donc vous voyez l'importance de ce noyau, le noyau arqué, c'est qu'il va en fonction du signal qu'il va recevoir de la périphérie, soit orienté vers une réponse orexigène qui va stimuler la prise alimentaire, soit orienté vers une réponse anorexigène qui va inhiber la prise alimentaire. Et donc, bien évidemment, ce noyau ne va pas être le seul qui va être impliqué dans cette réponse orexigène ou anorexigène, puisque les neurones du noyau arqué, les neurones orexigènes et anorexigènes du noyau arqué, ils vont envoyer des projections, vous voyez, ils vont envoyer leurs axones qui vont aller communiquer avec les deux noyaux que je vous ai cités tout à l'heure, l'aire hypothalamique latérale et le noyau paraventriculaire. Alors, à quoi correspondent ces deux structures qu'on appelle des structures secondaires parce qu'ils vont être activés après le noyau arqué? Alors, l'aire hypothalamique latérale, donc comme je viens de vous le préciser, c'est une structure secondaire. Elle reçoit donc les axones, les projections des neurones orexigènes et anorexigènes du noyau arqué. Et les neurones qui sont présents par contre dans l'aire hypothalamique latérale, ils sont orexigènes. Donc à la différence du noyau arqué où on avait à la fois des neurones orexigènes et anorexigènes, là on a un centre secondaire, un noyau secondaire qui est spécifiquement orexigène et qui va intervenir pour activer la sensation de faim via la production de neuropeptides qui sont orexigènes, et ici la MCH et les orexines A et B. L'autre centre secondaire, c'est le noyau paraventriculaire. Donc, c'est également une structure secondaire qui reçoit les projections du noyau arqué des neurones orexigènes et anorexigènes. Et à la différence de l'aire hypothalamique latérale, les neurones qui sont présents dans le noyau paraventriculaire sont anorexigènes, c'est-à-dire ils vont inhiber la prise alimentaire. Et donc, le noyau paraventriculaire, c'est un centre secondaire anorexigène. Alors, comment ça se passe maintenant? Comment ces circuits vont être activés dans des situations physiologiques, soit après une prise alimentaire, soit après une période de jeûne? Prenons le cas, par exemple, on vient de s'alimenter, nous avons consommé des aliments, les aliments vont être digérés dans le tube digestif et ils vont être transformés en nutriments. Et les nutriments vont passer dans la circulation sanguine pour ils vont être distribués aux différentes cellules de notre organisme pour que nos cellules puissent fonctionner correctement. Donc, on va se retrouver avec un taux de nutriments qui va augmenter dans le sang, d'accord, après une prise alimentaire. Ce qui va se passer, c'est que ces nutriments vont être véhiculés par le sang, vont arriver jusqu'au noyau arqué. Donc, ils vont passer en fait cette barrière hémato-encéphalique et ils vont aller être captés par les tanycytes et vont passer dans le noyau arqué. Donc, s'il y a trop de nutriments dans la circulation sanguine, ça témoigne de quoi? Ça témoigne qu'on a suffisamment de substrat énergétique. D'accord? Donc, il y a pas. Donc, ce qui va se passer, c'est que ces signaux vont informer l'hypothalamus qu'il y a suffisamment de substrat énergétique à la périphérie. Donc, on aura une voie anorexigène qui va être activée, qui va commencer par l'activation des neurones anorexigènes du noyau arqué, donc les neurones POMC-CART. Et ces neurones, une fois activés, ils vont aller activer le noyau paraventriculaire, je vous rappelle que c'était un centre anorexigène, et inhiber l'aire hypothalamique latérale qui était le centre orexigène. Et la conséquence, c'est qu'on va avoir une activation des neuropeptides qui sont anorexigènes, qui vont être produits, et un signal de satiété qui va se mettre en place, et on va arrêter la prise alimentaire.
À l'inverse, si on est par exemple, on sort d'une situation de jeûne prolongé, bah, vous imaginez bien qu'on va avoir moins de substrat énergétique à la périphérie, et donc on va avoir donc des signaux ces nutriments qui vont par exemple fortement chuter, mais il faut savoir aussi que pendant la période de jeûne, on va avoir d'autres signaux qui vont être produits par l'organisme justement pour informer les différents tissus organes du passage à l'état de jeûne. Et donc ces signaux vont également être véhiculés par la circulation sanguine et vont venir en fait activer le noyau arqué, mais cette fois, ils vont activer les neurones NPY-AGRP, c'est-à-dire les neurones orexigènes, ceux qui stimulent la prise alimentaire. Et une fois que les neurones du noyau arqué orexigène sont activés, ils vont à leur tour, cette fois, activer la voie orexigène qui implique l'aire hypothalamique latérale et bloquer la voie anorexigène qui implique le noyau paraventriculaire. Mais cette fois-ci, on va avoir une sensation de faim et puis qui va nous pousser à aller s'alimenter pour apporter plus de substrat énergétique. Alors maintenant, ces signaux qui proviennent de la périphérie, je vous ai parlé des nutriments, mais il n'y a pas que les nutriments qui interviennent. Vous voyez en fait ici les signaux de régulation de la prise alimentaire, on va les classer en deux groupes. Les signaux de régulation à court terme et les signaux de régulation à long terme de la prise alimentaire. Alors les signaux de régulation à court terme de la prise alimentaire, ils dépendent principalement de la prise alimentaire, de la prise d'aliments, puisqu'ils vont être produits, élaborés pendant la digestion. Donc on va trouver par exemple les nutriments. On va trouver aussi des hormones et peptides du tractus gastro-intestinal, c'est-à-dire du tube digestif, qui vont participer à la digestion, mais qui vont aussi participer à la régulation à court terme de la prise alimentaire. Il y a aussi la distension gastrique. Quand on va consommer des aliments, ces aliments ils vont être stockés dans l'estomac et ça va, au bout d'une certaine quantité, ces aliments vont exercer une pression sur la paroi de l'estomac et cette pression va activer des mécanorécepteurs qui vont envoyer l'information cette fois par voie nerveuse à l'hypothalamus pour lui dire qu'il y a pas mal de nutriments d'aliments qui sont dans l'estomac et donc ça va intervenir dans la régulation à court terme de la prise alimentaire. À côté de ces signaux, et donc ces signaux de régulation à court terme, quel est leur rôle? C'est qu'ils vont déterminer la durée de la prise alimentaire. C'est eux qui vont être responsables de la sensation de satiété qu'on va développer en cours d'un repas et qui va nous permettre d'arrêter de s'alimenter. Et c'est ces signaux aussi qui vont nous permettre de développer la sensation de faim, c'est-à-dire la, quand qui vont nous pousser à aller s'alimenter, il y a une hormone, la gréline, qui est produite quand on est vraiment en période de jeûne. Et excusez-moi, c'est juste pour activer un système. Donc, qui va activer en fait la voie orexigène pour signaler qu'on est en période de faim. Et puis à côté de ces signaux de régulation à court terme, on a les signaux de régulation à long terme. Et ces signaux de régulation à long terme, ils ne dépendent plus de la prise alimentaire, mais vont dépendre en fait de la masse adipeuse, la masse du tissu adipeux. Le tissu adipeux, c'est le principal tissu à la périphérie qui va stocker l'excès d'énergie sous forme de graisse. Et plus on va avoir un tissu adipeux développé, plus c'est le témoin comme quoi on a suffisamment de réserves. Et donc on va avoir ce tissu en fait qui va produire des hormones qui vont, en fonction de sa taille, plus il est gros, plus il va produire ces hormones qu'on appelle les adipokines. Et donc ces hormones vont être libérées dans le sang et vont informer donc l'hypothalamus du statut, du niveau de réserve à la périphérie, mais cette fois des réserves sur le long terme. Donc on a une régulation à court terme et une régulation à long terme. Quand cette boucle de régulation, c'est-à-dire quand les signaux de régulation à court terme et les signaux de régulation à long terme n'arrivent plus à communiquer correctement avec l'hypothalamus. Et quand on a cette boucle de régulation qui ne fonctionne plus très bien, en fait, l'information n'arrive plus correctement au niveau de l'hypothalamus. Et donc, on va avoir une altération des circuits hypothalamiques qui régulent la prise alimentaire, ce que je viens de vous décrire. Cette connexion entre le noyau arqué, l'aire hypothalamique latérale, le noyau paraventriculaire ne se fera plus correctement. Et donc, comme conséquence, on va avoir une altération donc, de la balance énergétique, prise alimentaire versus les dépenses énergétiques.
Et ça va aboutir à des perturbations métaboliques qui vont, entre autres, aboutir à une hyperphagie, une prise de poids et au développement de l'obésité. Alors, quelques mots maintenant sur l'obésité. Qu'est-ce que c'est? D'après l'Organisation mondiale de la santé, la définition de l'obésité, c'est une maladie chronique, non transmissible, et elle se caractérise par une accumulation excessive de la graisse corporelle pouvant nuire à la santé. Et donc, comment on diagnostique l'obésité? Ben, on la diagnostique par la mesure de l'indice de masse corporelle. Cet indice, c'est le poids de la personne divisé par sa taille au carré, poids en kilos et taille en mètres carrés. Et la fourchette de normalité de cet indice de masse corporelle, elle est située entre 18,5 et 25. Quand l'IMC est supérieur et entre 25 et 30, là, on dit que la personne elle est en surpoids. Et quand la valeur de l'IMC est supérieure à 30, là, on dit que la personne elle est obèse. Et il y a plusieurs degrés d'obésité. Il y a une obésité modérée en 30 et 35, obésité sévère en 35 et 40, et obésité morbide quand l'IMC est supérieur à 40. Il y a un autre indice aussi qu'on peut utiliser pour estimer, en fait, pour diagnostiquer l'obésité, c'est l'indice de masse grasse. En fait, cet indice, il y a plusieurs formules pour le calculer. La plus courante, c'est la formule de d'Urenberg. Donc, il dépend du poids, de la masse, de l'âge et du sexe. Et donc, chez les femmes, cet indice, la fourchette de normalité de cet indice, elle est située entre 25 et 30. Et quand on dépasse 30, là, on est dans une situation de surpoids et d'obésité. De même pour les hommes, elle est entre 15 et 20% pour la fourchette de normalité. Et quand c'est supérieur à 20, là, on est en surpoids et en obésité. Alors, comme vous le savez tous, l'obésité est une épidémie mondiale et sa prévalence ne cesse d'augmenter. Elle touche pratiquement tous les pays, que ce soit les pays émergents, les pays développés. Et vous voyez ici donc là, en fait, la couleur va s'intensifier en fonction de la prévalence. Plus la prévalence, le pourcentage il est élevé, plus la couleur va être plus intense ici. Et donc, vous voyez, en fait, par exemple, les pays aux États-Unis, au Mexique, au Chili, ici en Égypte, Irak et Koweït sont des pays qui sont très impactés par cette pathologie. Et en 2022, les derniers chiffres, en fait, avaient estimé à l'époque qu'une personne sur 8 dans le monde était obèse et que le pourcentage d'obésité, il a doublé depuis 1990 et quadruplé chez les adolescents. Et on estime à peu près en 2022, on était à 2,5 milliards d'adultes qui étaient en surpoids, ce qui représente à peu près 43% de la population, et 900 millions étaient obèses, qui représentent à peu près 16%. Comme vous le voyez ici, l'Europe est aussi impactée, et la France également, elle est impactée par cette épidémie d'obésité. La progression de l'obésité, elle a aussi fortement augmenté depuis les années 90. Elle a pratiquement doublé, elle a plus que doublé entre 1990 et jusqu'à ce jour. On est passé de 8,5% à 18%. Et la progression, elle est encore plus marquée chez les plus jeunes, chez les 18-24 ans, où là, on a vu les chiffres qui ont quadruplé. Et concernant quelques chiffres, en 2024, le pourcentage des obèses en France, il était aux alentours de 18,1%, ce qui représente à peu près 10 millions de personnes. Et quand on regarde, on combine le pourcentage des personnes obèses et des personnes en surpoids, on arrive à des chiffres vraiment alarmants qui y a aux alentours de 48,8%. On est à peu près à 50% de la population. On est un adulte sur deux, il est soit en surpoids, soit en obèse. Alors, quelles sont les causes de l'obésité? Les causes de l'obésité, c'est principalement un déséquilibre de la balance énergétique. Ça veut dire un apport excessif de calories, mais des besoins énergétiques qui va être supérieur aux besoins énergétiques et aux dépenses énergétiques. La conséquence, c'est que cet excès d'énergie, il va être stocké. Il va être stocké où? Il va être stocké au niveau du tissu adipeux, ce qui va favoriser l'augmentation de la masse adipeuse, puisque l'excès d'énergie, sur le long terme, il est stocké sous forme de graisse au niveau du tissu adipeux. Mais il n'y a pas que ce déséquilibre qui est impliqué parce que l'obésité, elle est multifactorielle. Il y a plusieurs facteurs qui vont intervenir. Il y a des facteurs environnementaux, comportementaux, par exemple nos habitudes de vie, une alimentation trop riche
en sucre, en lipides. Il y a aussi le goût et la texture des aliments, surtout les aliments transformés, leur palatabilité. Donc, on prend du plaisir à consommer certains aliments. On va jamais développer, on va plutôt développer un comportement d'hyperphagie devant un paquet de chips, mais jamais devant une assiette de brocolis ou de carottes. Donc c'est ça aussi qui, c'est la texture là, et le goût des aliments aussi, ça joue à altérer ce comportement. Il y a aussi l'hygiène de vie, sédentarité, le manque d'activité physique, ce qui fait qu'on va dépenser moins et donc on va favoriser le stockage. Il y a aussi des facteurs environnementaux, l'abondance des aliments et la facilité d'accès à ces aliments. Et puis aussi l'influence de la publicité, surtout chez les jeunes, qui va les pousser à consommer encore plus les aliments transformés qui sont riches en graisse et riches en sucre. Il y a aussi des facteurs psychologiques, l'anxiété, la dépression et le stress qui caractérisent nos sociétés modernes. Donc, pour compenser ces états, ben, en fait, les personnes vont s'alimenter encore plus. Et puis, on a des facteurs biologiques. Les personnes qui sont sous traitement médicamenteux chronique, donc les études épidémiologiques ont montré que la prise des médicaments de façon chronique, donc elle avait un impact aussi sur le développement de l'obésité. Il y a l'hérédité, la transmission des parents aux enfants. Il y a quelques mutations génétiques aussi. Mais on a aussi des facteurs hormonaux, c'est-à-dire un dérèglement dans l'action de certaines hormones. Et je vais prendre le temps aussi de vous parler d'une hormone qui est la leptine et d'une notion qui est la leptinorésistance qui caractérise la plupart des obèses humains. Alors, c'est quoi cette leptinorésistance? Donc, la leptine, c'est une hormone qui vient du grec leptos pour mince, et c'est une hormone coupe-faim qui est produite par le tissu adipeux et qui va agir au niveau du cerveau, donc au niveau de l'hypothalamus, sur les circuits que je vous ai démontrés tout à l'heure, pour activer les neurones anorexigènes et inhiber les neurones orexigènes. Donc elle va avoir un rôle anorexigène qui va permettre en fait de maintenir la balance énergétique. Et cette hormone, elle est produite de façon proportionnelle à la masse adipeuse. Plus le tissu adipeux va être important, plus la concentration en leptine va être produite dans le sang de façon importante. Donc, qu'est-ce qui se passe chez les obèses? Ben, on va avoir un tissu adipeux qui va augmenter. Donc, forcément, le taux de leptine produit va être important. Donc, on va se retrouver avec, dans le sang avec une hyperleptinémie. Et je viens de vous dire que la leptine, elle, en fait, elle a une action anorexigène qui va bloquer le comportement alimentaire. On a trop de leptine, mais cette leptine, elle ne marche pas. Ça veut dire qu'il y a notre organisme va développer une résistance à cette hormone, c'est-à-dire une leptinorésistance. Alors, cette leptinorésistance, euh, ça va être dû à quoi? Voilà, il y a plusieurs hypothèses et plusieurs mécanismes qui sont proposés. Le premier, c'est que cette leptine, elle est produite, mais elle ne pourra pas atteindre le cerveau pour agir sur le cerveau et induire son effet anorexigène. Donc, en fait, ici, c'est un problème de passage à travers la barrière hémato-encéphalique. Il y a un autre mécanisme qui est proposé, c'est que la leptine, elle peut passer la barrière, mais en fait, on va avoir un problème au niveau de son action sur les neurones, c'est-à-dire elle n'arrive plus à activer ses récepteurs correctement ou à induire sa signalisation correctement. Une hormone, il faut savoir que pour agir, il faut se fixer sur un récepteur qui va la reconnaître, et puis après, une fois que ce récepteur est activé, ça va induire l'effet physiologique. Et donc, cette reconnaissance, pardon, elle ne se fait plus, et donc c'est ce qui va, ce sont un des quelques mécanismes qui sont proposés pour expliquer la leptino-résistance. Cette leptino-résistance, elle est présente chez la plupart des cas, c'est la grande majorité des cas d'obèses humains. Alors maintenant, les complications de l'obésité, ben, ce qui rend cette obésité complexe, c'est elle est associée à de nombreuses complications. Donc ça va altérer, donc l'obésité constitue un facteur de risque pour le diabète, pour l'hypertension artérielle, pour les accidents vasculaires cérébraux, pour les maladies cardiovasculaires. La baisse, ça va induire aussi une baisse de la fertilité. Ça va favoriser le développement de certains cancers, cancer du pancréas, cancer de l'intestin, et ça va aussi agir sur favoriser en fait le développement de certaines maladies neurodégénératives. Maintenant, le lien il est clair entre l'obésité et la maladie d'Alzheimer, par exemple. Il y a un risque plus élevé chez les obèses de développer ces pathologies.
Mais il y a un autre élément qui est important, c'est que l'obésité est considérée comme une maladie inflammatoire. Parce qu'on va avoir un niveau d'inflammation qui va être plus élevé chez les obèses comparé aux personnes saines. Et donc cette inflammation, quelle est son origine? Eh bien, son origine est là, il y a deux tissus qui vont intervenir. Il y a d'abord le tissu adipeux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au cours de l'obésité, on va avoir une augmentation de la masse adipeuse. Et cette augmentation de la masse adipeuse, en fait, parce que les adipocytes vont stocker trop de graisse. Et ils vont être stressés par cette graisse qui est en excès. Et il va avoir en fait une sorte de lipotoxicité. Et donc cette lipotoxicité, cette augmentation de la masse adipeuse va s'accompagner d'une infiltration des macrophages, puisque ces adipocytes qui sont en souffrance vont produire des signaux qui vont aller recruter ces macrophages, qui vont infiltrer le tissu et produire des cytokines inflammatoires de façon importante, et ça va favoriser la mise en place d'une inflammation chronique de bas grade. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une inflammation chronique de bas grade? L'inflammation, vous la connaissez, je pense, quand on est souffrant, quand on a une maladie, quand on a une infection virale, on va faire une inflammation avec une fièvre qui va augmenter, mais cette inflammation, elle va être très importante, d'accord? Ici, dans le cas de l'inflammation au cours de l'obésité, c'est qu'on va avoir un niveau d'inflammation qui va augmenter un petit peu, mais ça va durer dans le temps, on va l'observer de façon chronique, d'accord? L'organisme ne pourra pas réverser cette inflammation, et c'est ce qui fait que cette inflammation devient délétère, et elle est responsable de la plupart des complications que je vous ai citées tout à l'heure. L'autre tissu qui va intervenir dans cette inflammation, c'est l'intestin. Et en fait, vous voyez ici, vous avez un intestin en prenant le cas dans un régime, une personne saine qui consomme un régime équilibré. Donc en fait, ces régimes vont être digérés dans le tractus digestif, donc par plusieurs sécrétions et par plusieurs enzymes. Mais dans le tractus digestif, je pense que maintenant vous connaissez tous, qu'on trouve aussi une population de bactéries qu'on appelle le microbiote intestinal. Et ce microbiote intestinal, il intervient également de façon bénéfique dans l'organisme pour digérer les aliments et digérer les fibres alimentaires. Donc il est important pour cette digestion des fibres alimentaires. Et quand on consomme un régime équilibré, on a une muqueuse intestinale saine, avec un microbiote bénéfique pour l'organisme et une barrière intestinale qui est fonctionnelle, qui ne permet que le passage des nutriments vers la circulation sanguine. En revanche, quand on consomme des régimes sucrés et gras, ce qui a été constaté, c'est que ces régimes gras vont impacter l'intestin et on va avoir une inflammation dans l'intestin. Cette inflammation, qu'est-ce qu'elle a, quelle est son origine? C'est qu'on va avoir d'abord un impact sur les populations de bactéries qui sont présentes, puisqu'on va avoir une modification de ces bactéries, et les bactéries qui étaient bénéfiques à la base vont être remplacées par des bactéries qui sont délétères cette fois et qui vont favoriser une inflammation et vont altérer en fait la barrière de l'intestin. Cette barrière ne sera plus imperméable, elle va devenir perméable, elle va laisser passer en fait des toxines bactériennes, des particules de bactériennes aussi qui vont se retrouver dans la circulation sanguine. Et donc, quand ils vont se retrouver dans la circulation sanguine, ils vont favoriser en fait le développement d'une inflammation et participer à cette inflammation bas grade qui caractérise les sujets obèses. Enfin, l'obésité, donc je viens de vous le présenter, donc ça, elle est associée à une inflammation périphérique dans le tissu adipeux et dans l'intestin, mais qui va se généraliser puisque ces cytokines pro-inflammatoires vont atteindre la circulation sanguine et vont être véhiculées via la circulation sanguine jusqu'à l'hypothalamus. Et au niveau de l'hypothalamus, ces cytokines et ces signaux pro-inflammatoires vont induire également une inflammation dans l'hypothalamus. Et je passe maintenant la parole à Mohamed qui va vous présenter en fait comment ça se passe, quels sont les dérèglements qui vont avoir lieu au niveau de l'hypothèse. Donc, bonjour tout le monde. Donc, on va continuer. Donc, je voulais juste dire, donc nous, l'objectif, c'est quoi? C'est d'essayer de comprendre le rôle de l'hypothalamus
dans l'installation de ces pathologies ou de ces maladies métaboliques, diabète, obésité, les comprendre, essayer de trouver des molécules ou des protéines ou des gènes cibles sur lesquels on pourrait agir pour corriger les choses. D'accord? Donc, je vais juste récapituler un petit peu. Donc, Yassir vous a bien parlé de l'hypothalamus, son organisation, etc. Donc là, je vais juste vous montrer, moi, ici, une situation, par exemple, après une alimentation normale, donc une personne très raisonnable. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'hypothalamus? Donc, l'hypothalamus, vous l'avez vu, il y a les deux populations de neurones. C'est les neurones qui font le là. C'est les chefs d'orchestre au départ. C'est les premiers qui sont touchés par ce qui se passe au niveau sanguin. D'accord? Donc, en fonction de ce qui va se passer au niveau sanguin, elles vont réagir. Après un repas, eh bien, vous allez avoir, donc, pour arrêter de manger, donc, c'est-à-dire que le taux de nutriments, quand on parle de nutriments, ce sont les sucres, les acides gras, protéines, et le taux de certaines hormones augmente, comme l'insuline. Quand vous mangez, vous sécrétez de l'insuline. Donc l'insuline et ces nutriments vont venir et inhiber, bloquer les neurones orexiens, c'est-à-dire les neurones qui augmentent la prise alimentaire, seront freinés pour que vous arrêtez de manger. Après, quand les valeurs énergétiques au niveau sanguin baissent, eh bien, vous allez avoir la sensation de faim. Pourquoi? Parce que les nutriments baissent dans le sang, l'insuline baisse. Donc, on reprend à manger. Pourquoi on reprend à manger? Parce que le frein qui est exercé sur les neurones orexigènes sera levé et on va manger pour rétablir l'équilibre énergétique. Donc, dans cette situation, on a un équilibre qui est parfait. Hein, donc, même si c'est difficile de l'avoir, mais on a un équilibre qui va se faire. Et comme vous l'avez expliqué, Yassir, donc l'hypothalamus va intégrer toutes les informations qui viennent de la périphérie, d'accord, à travers donc la barrière hémato-encéphalique qui n'est pas étanche à 100%, donc elle laisse passer les molécules, hormones, nutriments, et en fonction de la situation qu'on a extérieure, on va répondre, je mange ou j'arrête de manger, d'accord. Donc là, on a un équilibre qui va se maintenir et on a maintien de la balance énergétique et le poids corporel sera maintenu à l'équilibre. Maintenant, si on se met dans une situation un peu extrême ou exagérée avec un excès alimentaire, quand on dit excès alimentaire, hein, donc on ne devient pas obèse du jour au lendemain, on ne va pas se lever le matin et dire, ah mon Dieu, je suis devenu obèse. C'est quelque chose qui s'installe avec le temps. C'est comme le diabète de type 2. On ne devient pas diabétique de type 2 overnight, c'est-à-dire la nuit, on se lève, on dit, ah, je suis devenu. Ce sont des maladies qui font pas mal, c'est ça le piège, et sur le temps, d'accord, 5 ans, 10 ans, 15 ans, des fois c'est 20 ans, on devient diabétique au bout de 20 ans, diabétique de type 2. Donc si on a une alimentation déséquilibrée à ce point, ce qui va se passer, c'est vous allez avoir bien sûr l'augmentation de la masse adipeuse, cette inflammation bas grade dont vous a parlé Yassir va être là, maintenue, même persistante, et surtout, on va altérer cette barrière hémato-encéphalique. Elle va être altérée par cette inflammation et on aura des éléments du sang qui vont passer dans l'hypothalamus et parmi elles, on a des cytokines pro-inflammatoires. Donc les cytokines pro-inflammatoires sont délétères, ils vont venir agir d'une manière négative sur nos neurones qui régulent la prise alimentaire et surtout vont activer des cellules qu'on a dans l'hypothalamus, dans le système nerveux central, des cellules de la défense du cerveau, qu'on appelle donc la périphérie, ce sont les macrophages. Dans le cerveau, les cellules qui défendent et qu'on appelle la microglie. Donc cette microglie qui sont les macrophages du cerveau, donc ils vont être activés et quand ils sont activés, ils vont produire encore plus de cytokines pro-inflammatoires. Et donc ça devient un cycle vicieux. C'est-à-dire on va avoir un hypothalamus qui ne régule plus la prise alimentaire correctement, d'accord? Donc vous mangez, mais le frein il n'y est pas. Donc on continue à manger de plus en plus et on a un cycle vicieux qui s'installe et on va avoir l'altération de la balance énergétique et ça va conduire à l'obésité qu'on connaît avec les chiffres qu'il vous a donnés Yassir tout à l'heure qui sont relativement alarmants et surtout pour la population très jeune. Ce qui est inquiétant, c'est l'obésité juvénile. Donc avant, on voyait l'obésité qui apparaît à 40 ans, etc.
on va dire oui, les gens se sont laissés aller hein, avec l'âge. Maintenant, à la sortie des collèges et des lycées, on voit des gamins qui sont au surpoids de plus en plus, d'accord? Et ça, c'est un dérèglement qui est installé par l'habitude alimentaire. On est plus donc moi je vais mettre ça sur le dos de l'addiction au goût sucré et au goût gras. Donc il y a une publication qui est trop provocatrice, hein, qui a été faite chez Laura, hein, où ils ont mis que l'addiction au goût sucré, elle est supérieure à l'addiction à la cocaïne. D'accord? D'accord, avec toutes les pointillés les guillemets. Donc, on est dans une situation où on va avoir cette altération de la prise alimentaire qui est un cycle vicieux. Donc, pour arrêter ce cycle vicieux, il faut réduire le poids corporel. D'accord? Donc, c'est un cycle vicieux. Plus on gagne du poids, plus on va gagner, plus on mange, etc. Et l'inflammation s'installe. Donc, pour le casser, donc, il faut baisser le poids pour baisser la masse adipeuse. Donc, quand on baisse la masse adipeuse, on va baisser la leptine, dont ils ont parlé ici. Donc, on va devenir moins résistant à la leptine. On va avoir moins d'infiltration de macrophages dans le tissu adipeux. OK, donc ça, c'est un constat. Le problème, c'est que quand on parle d'obésité dans ces situations-là qui est acquise à long terme, on a des modèles animaux d'obésité, etc. Mais on ne sait pas par quel mécanisme ça commence. Parce qu'il faut le début pour essayer de détecter les molécules. Parce qu'à ce stade-là, par exemple, notre hypothalamus, il est complètement submergé par l'inflammation périphérique. Donc, et pour comprendre comment se passent les choses au départ, c'est-à-dire au moment où l'obésité ou l'altération commence. Et c'est ça ce qui est intéressant à voir, pour essayer de voir les molécules qui peuvent être, ou les gènes qui peuvent être impliqués dans l'installation de cette obésité ou de ces dérèglements au niveau de l'hypothalamus. Donc, il y a quelques travaux, il y a une dizaine d'années maintenant, ou même un peu plus, qui ont montré que on arrive à avoir une inflammation de l'hypothalamus après un régime très court. D'accord? Un régime très très court, une journée, même il y en a qui publient même quelques heures d'un régime riche en lipides, riche en gras, on a l'inflammation de l'hypothalamus sans que rien ne se passe au niveau périphérique. C'est-à-dire l'inflammation générale, si on vous fait une prise de sang et on mesure les CRP ou les facteurs inflammatoires au niveau systémique, on trouve qu'il n'y aura rien. Mais dans votre hypothalamus, il y a déjà une inflammation qui s'est installée au bout d'une journée ou 3 jours avec un régime hyperlipidique. Donc là, on a par exemple situation qui va conduire à une résistance à la leptine et à l'insuline de l'hypothalamus après un régime très court. Donc quand vous êtes résistant à la leptine et à l'insuline, c'est comme si vous levez le frein sur les neurones orexigènes, c'est-à-dire les neurones orexigènes seront libérés. Donc vous allez manger, d'accord? Parce qu'on n'inhibe plus, on n'active plus les neurones anorexigènes, on lève le frein sur les neurones qui vont vous pousser à manger. Et au niveau inflammatoire, on va trouver qu'on est dans une situation inflammatoire très poussée, même après 1 jour ou 3 jours de régime. Donc ça veut dire, si on a une inflammation après un régime très court de l'hypothalamus sans qu'il y ait inflammation périphérique, ça veut dire que ça commence au niveau de l'hypothalamus au fait. La pathologie débute. Et si on veut agir, il faut peut-être comprendre comment ça commence et au niveau cérébral et plus précisément dans l'hypothalamus. Donc, il y a ces événements-là qui sont court terme, doivent avoir des médiateurs moléculaires qui sont exprimés dans l'hypothalamus et qui déclenchent la pathologie ou qui déclenchent l'inflammation hypothalamique. Donc, l'idée, c'est d'essayer de détecter ces molécules ou ces gènes ou ces protéines pour pouvoir comprendre comment ils fonctionnent, d'une part. Deuxièmement, bien sûr, n'oubliez pas qu'on est dans un institut de recherche. L'objectif, c'est de faire de la recherche fondamentale avec une application moyen-long terme pour trouver des molécules qui peuvent être utilisées en thérapie. C'est ça l'idéal, d'accord? Si tout se passe bien. Alors, tout à l'heure, Yassir vous a parlé de l'augmentation de la masse adipeuse quand on parle d'une obésité à long terme. Donc, on a l'augmentation de la masse adipeuse le tissu adipeux augmente parce qu'il engrange de plus en plus de stock parce que vous mangez beaucoup. Donc, il faut bien mettre l'énergie quelque part. D'accord? Pour maintenir votre glycémie,
normal, ce qui va se passer, c'est que le corps, tout l'excès de l'énergie, il va le mettre dans le tissu adipeux, parce qu'il ne peut pas le mettre ailleurs. Parce qu'ailleurs, les stocks qu'on a, c'est dans le foie, le stock qu'on a d'énergie sous forme de glycogène, c'est très limité. Dans le muscle, le stock de glycogène est très limité. Donc, on va transformer l'excès de sucre, par exemple, en lipides et on les stockera dans le tissu adipeux. Pourquoi en lipides? Parce que les lipides, c'est une énergie hydrophobe. C'est-à-dire, on peut la stocker sans avoir besoin d'eau. Parce que si on stockait toute notre énergie sous forme de glucides, par exemple, on ressemblerait tous à des poires. D'accord? Parce que vous allez stocker cette énergie et vous avez besoin d'eau avec. D'accord? Donc, on va gonfler. Donc là, l'importance du tissu adipeux, elle est vitale parce que c'est un tissu tampon qui va vraiment être là pour maintenir votre glycémie normale. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que quand ce tissu adipeux devient malade, c'est-à-dire avec augmentation de sa taille, infiltration de macrophages, production de beaucoup de cytokines pro-inflammatoires, il y a des hormones qui sont produites par ce tissu adipeux et parmi elles, il y a une hormone qu'on appelle la résistine. Donc la résistine, c'est, comme son nom l'indique, c'est une hormone qui provoque la résistance à l'insuline. D'accord? Donc le tissu adipeux, quand il devient malade, il sécrète la résistine qui va vous rendre insulino-résistant. Et si vous ne faites rien, vous deviendrez avec le temps diabétique de type 2. D'accord? Donc, cette résistine va promouvoir l'inflammation, elle va promouvoir l'insulino-résistance. Donc, la question, nous, qu'on s'est posée, en se basant sur des travaux qui ont été faits par d'autres équipes qui l'ont fait en passage. Ils ont dit, ah, la résistine est exprimée dans l'hypothalamus aussi. Donc, nous, on s'est dit, peut-être que c'est un élément important dans la régulation de la prise alimentaire et dans l'installation de l'inflammation à court terme. C'est-à-dire, vous faites un repas de Noël, si vous faites des repas de Noël tous les jours, bien sûr, vous allez devenir obèse, mais après un repas chargé en énergie, ce qui va se passer, c'est que vous allez provoquer une inflammation de l'hypothalamus sans qu'il y ait d'effet néfaste au niveau périphérique. Et heureusement, c'est réversible. Parce que le lendemain, vous allez compenser par un repas léger parce que la veille, vous avez mangé un repas très riche, etc. Donc, c'est des événements qui sont réversibles. Alors, si on regarde ce qui se passe après un régime de 3 jours avec un régime riche en lipides, et là, au niveau, on peut mesurer, si vous voulez, l'activation de l'inflammation de l'hypothalamus par plusieurs outils. Donc, je ne vais pas rentrer en détail. On a des outils qui vont mesurer l'activation d'un type cellulaire qu'on appelle les astrocytes. Donc, ça, quand ils sont activés, on a une astrogliose. Et on a les cellules dont je vous ai parlé, la microglie tout à l'heure, les cellules de défense. Quand elles sont tranquilles, il n'y a pas de stimulation, elles ont beaucoup de branches avec un régime sain. Et dès qu'elles sont activées, elles gonflent, elles prennent la forme, elles commencent à ressembler à un macrophage qui phagocyte. Et en fait, leur rôle ici, c'est de défense. C'est défendre l'hypothalamus contre l'inflammation, dans un premier temps. D'accord? Et on peut quantifier ces événements-là. Après un régime de 3 jours, on voit que l'activation des astrocytes elle est importante. L'activation de la microglie est augmentée avec un régime seulement de 1 jour ou 3 jours. Et ce qui nous a poussé à aller plus loin pour comprendre, c'est que ça ne s'arrête pas à l'hypothalamus ces 3 jours. On a constaté, même s'il n'y a pas de modification au niveau sanguin, de l'insuline, des cytokines pro-inflammatoires, ce qu'on a constaté, c'est que les animaux qui sont nourris seulement avec 3 jours de régime lipidique développent une intolérance au glucose. Alors, c'est quoi l'intolérance au glucose? Donc, il y a beaucoup de femmes qui sont avec nous là aujourd'hui, c'est bien. Il y a beaucoup de femmes, quand elles étaient enceintes, on leur a fait un test de tolérance au glucose. Donc, votre médecin suspecte que vous risquez de développer un diabète gestationnel, il vous envoie à un laboratoire d'analyse, on vous fait un test de tolérance au glucose, c'est tout simplement, on vous donne un verre avec 70 ou 90 grammes de glucose ou de saccharose, et vous allez le boire, vous restez au laboratoire, on va vous faire une prise de sang toutes les 30 minutes ou toutes les heures, ça dépend, et on va voir, là, c'est ce qu'on fait aux souris, on va leur injecter du glucose,
Donc, on voit que leur glycémie monte et on va regarder combien de temps ça va prendre pour revenir à la basale, c'est-à-dire revenir au taux de départ. Maintenant, si on prend un animal qui a été soumis à un régime de 3 jours, on voit que sa glycémie monte plus, d'accord, et met un peu plus de temps pour revenir. Elle est décalée vers la droite. Donc, on va dire que cet animal-là, ce groupe d'animaux en rouge, sont intolérants au glucose. C'est-à-dire, ils commencent à développer les premiers signes d'une insulinorésistance. D'accord? Donc là, juste pour vous montrer que voilà, ça indique la sensibilité à l'insuline. D'accord? Plus la courbe est haute et décalée vers la droite, plus vous êtes résistant à l'insuline. Alors, nous, on s'est posé la question sur la résistine. On va revenir à cette résistine. Est-ce qu'elle est exprimée dans le cerveau? Et est-ce que son expression joue un rôle important ou pas dans l'installation de la neuroinflammation? Alors pour ça, on a pris des animaux à qui on a donné un régime riche en lipides, on dit high fat diet, donc riche en lipides. On le voit là, on a une activation de la microglie. Et ce qu'on a fait, on a pris des souris, l'autre groupe de souris qui est nourri de la même manière, mais cette fois par manipulation génétique en utilisant des adénovirus, je ne rentre pas dans le détail, on a le moyen de calmer ce gène, de faire ce qu'on appelle un knockdown, de l'inhiber. Donc on va inhiber le gène qui exprime la résistine. Donc quand on l'a inhibé, ce qui se passe, quand on le voit à l'œil ici, la microglie qui était activée, c'est-à-dire inflammée, elle est beaucoup moins inflammée parce qu'on a éteint le gène de la résistine, et même l'astrogliose a baissé, et on peut la quantifier ici. Donc on quantifie ici la baisse de l'activation de la microglie, c'est-à-dire on a ici un hypothalamus qui est moins inflammé, dans les deux cas en mesurant la microgliose ou l'astrogliose. Donc là, ce schéma, c'est juste pour vous montrer quand on injecte l'adénovirus, le SH pour faire le knockdown, on fait une injection dans le noyau arqué, mais on fait aussi une injection dans le troisième ventricule pour toucher toutes les cellules tétanicytes qui bordent le troisième ventricule et pour toucher les cellules du noyau arqué. Et chose qui est importante, très très importante, c'est ce qui est à droite là. Là, vous avez les animaux qui sont gras, qui ont mangé 3 jours d'high fat diet. On voit qu'ils ont une tolérance de glucose, même si elle est perturbée, mais elle est élevée. Par contre, si on fait, en rouge, pardon, qu'est-ce que j'ai dit là? C'est inversé là. Là, c'est inversé. Quand on fait le chaos de la résistine, donc on a la courbe bleue et quand les high fat diet sont là. Donc, quand on éteint le gène de la résistine, on améliore la tolérance au glucose. Excusez-moi, c'est inversé les couleurs. Hein. Donc là, c'est les animaux high fat diet. Et quand j'éteins le gène de la résistine dans le troisième ventricule, dans l'hypothalamus, noyau arqué, on va améliorer la tolérance au glucose. Donc ça veut dire que la résistine serait un élément important, précoce, qui dicterait l'installation de l'inflammation de l'hypothalamus. Et en plus, cette inflammation de l'hypothalamus a des répercussions sur la périphérie. C'est-à-dire il y a une connexion hypothalamus vers la sensibilité à l'insuline périphérique. Tout à l'heure, on vous a parlé du sens périphérie-hypothalamus, et là, on a la voie hypothalamus vers la périphérie qui peut initier l'installation des désordres métaboliques. Donc, à côté de ça, donc toujours, on essaie donc quand on a trouvé la résistine, on s'est dit qu'il doit y avoir dans l'hypothalamus un microcosme, entre guillemets, qui récapitule ce qui se passe au niveau de la périphérie. Donc, au niveau de la périphérie, il y a une hormone. Il y a une hormone qu'on appelle une hormone, c'est un facteur de croissance, au fait, c'est FGF21, qui est produit par le foie, d'accord, et qui a un rôle très important parce que cette hormone, elle est anti-inflammatoire et anti-diabétogène. C'est-à-dire, elle va favoriser l'action de l'insuline, elle va inhiber l'inflammation, donc elle va avoir un effet contre la lipotoxicité, elle peut aussi corriger même l'effet de la résistine. Donc on s'est dit que c'était très très décrit au niveau périphérique. Nous on s'est posé la question
comme la résistine elle est exprimée dans l'hypothalamus, est-ce que ce facteur aussi ne serait pas aussi dans l'hypothalamus et participerait à l'installation précoce de l'inflammation cérébrale qui va initier ce qui va se passer au niveau périphérique. Donc pour cela, donc on a mesuré les niveaux d'expression de cette hormone en ARN messager. Donc je ne rentre pas dans le détail. Là, c'est un marquage, on fait un marquage avec un marquage pour marquer les cellules qui bordent le troisième ventricule, qui sont les tanicites. Et là, en vert, vous avez l'ARN messager qui code pour FGF21. Donc le FGF21 est exprimé dans l'hypothalamus, d'accord? Et il est exprimé dans les tanicites. Il est exprimé aussi dans les neurones, parce qu'on a utilisé un marqueur de neurones et on voit bien qu'il y a une colocalisation du FGF21 avec les neurones et avec les tanicites. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je donne un régime lipidique, riche en lipides, pendant 8 jours? Qu'est-ce que ça va faire? On a fait 3 jours aussi, hein, d'accord? Donc, pour simplifier la présentation, je parle que de 8 jours. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on voit qu'il y a une augmentation ici de l'expression de FGF21. Donc, on le voit augmenter dans les tanicites ici, on le voit augmenter au niveau neuronal ici, d'accord? Donc, avec le régime riche en lipides donné 8 jours, on a une augmentation de FGF21. Donc là, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'on a la résistine qui est augmentée aussi avec le régime les riches en lipides. Quel est le rôle de FGF21? Eh bien, c'est un rôle de contrebalancer, de protéger contre l'excès de l'inflammation induite par la résistine. Et on va le voir ici, quand on va prendre nos animaux riches en lipides qui ont été alimentés par une alimentation riche en lipides pendant 3 jours, et cette fois, je vais bloquer l'expression de FGF21, c'est-à-dire notre molécule qui est antidiabétogène, je vais la bloquer. Et quand je la bloque, donc ce qui va se passer, c'est que je vais augmenter l'astrogliose et l'inflammation. C'est-à-dire quand j'enlève cette molécule, eh bien l'inflammation augmente. Donc sa présence, elle est anti-inflammatoire au niveau de l'hypothalamus. Et d'autres choses, donc on peut voir, même du point de vue gain de poids, les animaux, quand on leur enlève le FGF21 de l'hypothalamus, ils grossissent plus. D'accord? Et la quantité de gras ou de tissu adipeux augmente. Et chose plus importante, c'est au niveau de la tolérance au glucose dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc cette tolérance au glucose, quand on enlève FGF21 dans l'hypothalamus, ils deviennent vraiment intolérants, beaucoup plus intolérants, et ils développent une insulinorésistance. Donc ça veut dire au niveau central, au niveau de l'hypothalamus qu'on a trouvé, et ce qui est important, ça veut dire que ça ouvre des portes pour vraiment développer une étude beaucoup plus poussée. C'est ce qu'on est en train de faire, et peut-être ça demandera plus de temps pour essayer de trouver des moyens thérapeutiques pour essayer de cibler l'une ou l'autre de ces molécules pour essayer d'éviter au moins la neuroinflammation hypothalamique qui a des répercussions sur la périphérie. Et si on peut résumer tout simplement, là j'ai vu Pascal se lever, ça veut dire qu'il faut que j'arrête. Donc là, au régime 3 jours, donc on a la résistine qui est exprimée, qui a un rôle inflammatoire et qui va altérer l'homéostasie énergétique. À 8 jours de ce régime, j'ai une molécule qui va contrebalancer l'effet de la résistine et qui essaie d'avoir un effet anti-inflammatoire. Donc l'idéal, c'est quoi? Eh ben, dans des situations normales, c'est d'essayer d'éteindre la fonction de cette résistine, de la réduire et de favoriser l'action de FGF21 pour essayer de rééquilibrer l'homéostasie énergétique, et le gain de poids ou la valeur énergétique des aliments qu'on prend n'aurait pas le même impact sur notre poids. Donc, ce travail, tout l'ensemble de ces travaux donc, ont été, bien sûr, on ne les fait pas tout seul, on est dans une équipe de recherche. Donc là, c'est notre groupe à un certain moment, donc c'est tous les étudiants, les chercheurs, techniciens, ingénieurs de l'équipe, et je les remercie pour toutes leurs contributions. Et on vous remercie pour nous avoir supportés et écoutés aujourd'hui.